Mesdames, Messieurs, bonjour. Et merci d'être venus pour cette rencontre autour du 50e anniversaire des éditions Sindbad. Merci d'autant plus qu'il fait très beau dehors, un soleil magnifique. Et je remercie beaucoup les organisateurs du salon Maghreb Orient du Livre de nous avoir accordé 7 heures et 7 heures et quart à cette occasion, à l'occasion du 50e anniversaire de Sindbad, fondé en 1972. Et je remercie les amis qui sont présents avec moi sur cette tribune. Khaled Osman, traducteur chevronné. On lui doit au moins une vingtaine de traductions de très belle qualité. C'est un vétéran, il a commencé dans les années 80 avec Pierre Bernard, le fondateur de Sindbad. Et depuis, il avait commencé par Le voleur et les chiens de Naguib Mahfouz et Récits de notre quartier. Et puis, là maintenant, dernièrement, je crois qu'il a traduit La marcheuse de Samar Yazmek. Et entre-temps, il y a eu Jouh al-Harisi, il y a eu, bien sûr, Gamal Ghitani, il y a eu Mohamed Aladdin, etc. Et Khaled Osman est aussi romancier en langue française. Et je vous conseille ces 2 romans qu'il a publiés jusqu'à maintenant, Le Caire à corps perdu et La colombe et le moineau. Peut-être qu'ils sont en vente d'or, je ne sais pas. Bon. En tout cas, s'ils sont en vente, ne les manquez pas. Si on les cherche, on les trouve. Kazem Jihad, on était ensemble ici il y a 3 ans, avant le Covid, pour une rencontre autour de l'œuvre de Mahmoud Darwish. Et Kazem est professeur à l'INALCO, poète, écrivain, traducteur aussi bien du français vers l'arabe que de l'arabe vers le français. Du français vers l'arabe, il a, entre autres, traduit l'œuvre complète de Rimbaud, des écrits philosophiques de Gilles Deleuze et Jacques Derrida, etc. Et de l'arabe en français. Chez Sindbad a paru le livre des prodiges il y a une dizaine d'années, je crois, ou un peu plus. C'était 2002. 2002, ça fait 20 ans. Il y a 20 ans. Et Kazem prépare un chantier énorme sur la traduction de la poésie française en arabe, qui va compter des dizaines de titres qui couvrent toute l'histoire de la poésie française. À ma gauche, Habib Salmi, romancier tunisien, traduit vers beaucoup de langues européennes et autres, pas seulement européennes, et qui vient de faire paraître chez Sindbad Actes Sud un roman sous le titre en arabe c'est Al-Ishtiyaq et Al-Jara, et en français La voisine du 5e. Après, il est l'auteur de 11 titres, je crois, de 11 romans et recueils de nouvelles, et ont paru en français jusqu'à maintenant 6 ou 7 titres, dont certains ont eu un réel succès, comme Les humeurs de Marie-Claire et Les amoureux de Baya et La nuit de noces de Si Bachir. Habib Abdelrab Sarouri, romancier yéménite, auteur aussi d'une bonne dizaine de romans. Il vient de publier un roman en arabe qui, je crois, va faire parler de lui. C'est Jazirat al-Mutaffifin. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé un mot pour traduire Mutaffifin. Je ne sais pas si tu as trouvé, toi. Tricheur. Oui, Rachachid. Oui. Tricheur, en fait. Ok. L'île des tricheurs. Ouais. Et il a publié aussi chez Sindbad Actes Sud un roman sous le titre La fille de Souslov. Chez Actes Sud aussi paraîtra en octobre son roman Le rapport de la huppe, Voyage dans l'au-delà, qui reprend l'histoire du grand Abou Ala al-Ma'arri.
Voilà, nous allons commencer, je vais commencer par, puisque c'est une rencontre autour du 50e anniversaire, d'évoquer avec vous un peu l'histoire de Sinbad. À vrai dire, j'ai déjà plusieurs fois écrit sur, évoqué cette histoire assez longuement, donc je ne vais pas entrer longuement dans les détails. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Sinbad est vraiment le promoteur de la traduction littéraire de l'arabe en français. Jusqu'à sa première démarche, qui était la fondation d'une bibliothèque arabe chez un petit éditeur parisien, Jérôme Martineau, où il avait publié 2 titres, dont Passage des miracles de Naguib Mahfouz. C'était la première fois que Mahfouz a été traduit dans une langue européenne. Et puis en fondant Sinbad en 72. Mais jusque-là, la littérature arabe contemporaine a très peu eu de répondants en France, à vrai dire. Sont restés dans la mémoire de l'édition française 2 titres, l'un de Taha Hussein, Le livre des jours, Kitab l'Ayyam, et Yawmiyat Naif el-Ariaf, journal d'un substitut de campagne. Journal d'un substitut de campagne a apparu au début des années 40 et le livre de Taha Hussein en 1947. Et puis il y a eu, dans les années 50, une maison d'édition qui a publié aussi des traductions de littérature égyptienne, une dizaine de titres, notamment de Tawfiq Hakim et de Taha Hussein, et juste un recueil de poèmes du poète tunisien Abou Qasim Chabi qui avait paru aux éditions Segers. Ensuite, par une espèce de miracle, il y a eu aux éditions du Seuil la traduction d'un roman qui venait de paraître en arabe d'une jeune autrice libanaise, Leila Dabalbaki, Ana Ahya, je vis, et qui avait eu beaucoup de retentissement à l'époque. On l'a considéré comme un livre très osé pour l'époque, d'une jeune femme qui s'exprime très librement sur sa vie, ses désirs, etc. Et il a été publié au Seuil en 1961. Mais il n'a pas été suivi par d'autres titres, ni de Leila Balbaki, ni de d'autres. Jusqu'au milieu des années 60, quand le Seuil, toujours le Seuil, a publié une anthologie de la littérature arabe contemporaine en 3 volumes, le premier consacré au roman et à la nouvelle, le deuxième aux essais, pardon, et le troisième à la poésie. Jusqu'à maintenant, ces 3 volumes sont intéressants à consulter, à mon avis, parce qu'il y a des extraits d'auteurs qui n'ont jamais été traduits. Après, surtout des auteurs d'entre les 2 guerres, puisqu'on a sauté, en fait, dans l'édition française de la littérature classique à la littérature la plus contemporaine, après les années 50 et 60, etc. En matière de littérature classique, bien entendu, les orientalistes français ont beaucoup fait. On connaît déjà dans l'histoire de la littérature française, elle-même la première traduction des Mille et une nuits au début du XVIIIe siècle par Galland, et le rôle que cette traduction a joué sur la littérature, sur les lettres et les arts, non seulement en France mais en Europe. Et puis il y a eu des traductions, bien sûr, assez faites de manière. Je veux dire que ça relevait de l'érudition plutôt que du plaisir du texte. Par exemple, une traduction du voyage de Ibn Battuta, la traduction de la Muqaddimah de Khaldoun, etc. Et puis, il y a eu d'autres traductions. Mais c'est resté toujours dans des éditions spécialisées d'orientalistes à Paris ou ailleurs. Et ça n'a jamais atteint un public plus large que le public universitaire. Bon. Donc, la création de Sinbad a été une chose, a marqué une date, à vrai dire. Et cela grâce à ce jeune Pierre Bernard à l'époque, qui était féru de typographie, de beaux livres, et qui a profité d'une ambiance qui avait changé à l'époque, dans les années 60,
après le rétablissement des relations diplomatiques et culturelles avec le monde arabe. Vous savez, ces relations avaient été coupées avec la plupart des pays arabes à la suite de l'agression tripartite de Suez. Et là, ça avait repris, il y avait des échanges culturels, etc. Et dans ce cadre-là, il y a eu donc le lancement de Sinbad. Et il a eu la main heureuse, à vrai dire. Il a été parrainé par deux grands arabisants, Jacques Berck et André Miquel, et qui l'ont probablement aidé à faire le bon choix, puisqu'il a traduit dès le début, comme j'ai dit, après Mahfouz, Tayyip Saleh, la saison de la migration vers le nord. Il a fait traduire Hassan Kanafani, des nouvelles de Hassan Kanafani, des hommes dans le soleil et d'autres nouvelles. Il a fait traduire Sonal Ibrahim, Étoile d'août, etc. Et Abdelrahman Mounif. Bon. Je veux dire, il a choisi vraiment de bons auteurs. Et en matière de littérature classique, il a publié une traduction des Mu'allaqat, des grands odes pré-islamiques, des extraits du livre des animaux de Jahez, des extraits d'une anthologie d'Abou Nouas, de Majnun Layla, et de la poésie arabe contemporaine aussi, avec les noms les plus connus, bon, qui étaient Sayyab, Bayati, Adonis, etc. Je veux dire qu'il a bien saisi l'ambiance de la littérature arabe à l'époque, et il a donné des traductions de belle qualité, et ce qui n'est pas rien, aussi sous une forme très élégante. Il s'occupait du papier, il s'occupait de la typographie, des lettres, etc. Chanelot en témoigne, puisqu'il a publié un livre à l'époque chez Sinbad. Maintenant, après ce travail de Pierre Bernard, d'autres éditeurs sont entrés dans la danse, surtout dans les années 80, à vrai dire, c'est-à-dire au moins 10 ans après lui. Gallimard, Le Seuil, etc. Et là, ont paru des livres de très beaux livres, aussi des livres de grande valeur, de Gamal Ritani, de Émile Habibi, de Elias Khouri, etc. C'est-à-dire que des noms qui ont marqué aussi l'histoire du roman arabe. Mais il n'a pas pu tenir le coup au-delà de sa 20e année, c'est-à-dire 1992. Il a eu des difficultés financières et il est tombé malade et il est décédé en 1995. C'est la date où sa maison d'édition a été vendue aux enchères, en fait, et c'est Actes Sud qui a racheté Sinbad, avec la promesse de poursuivre le travail de Pierre Bernard, c'est-à-dire de ne pas se contenter de liquider le stock, mais de poursuivre la publication, de continuer toutes les collections qu'il avait lancées, les classiques, la littérature contemporaine, la bibliothèque de l'islam, etc. Et Actes Sud venait 2 ans auparavant de lancer une collection qui s'intitule Mondes arabes, où il s'agissait aussi de traduire de la littérature arabe. Donc, en rachetant Sinbad, Actes Sud est devenu le principal éditeur de langue arabe en France et en Europe. Ce qui a distingué, à mon avis, bon, j'essaie de parler le plus objectivement possible, étant donné que je suis le responsable de cette collection, mais je crois que ce qui a fait la spécificité de Sinbad, c'était d'abord une politique d'auteur, ce qui veut dire que de ne pas se contenter, comme le font d'autres éditeurs, de publier un roman par-ci. On publie un roman de tel auteur, et puis on l'oublie. Bon. Et c'est évident que dans l'émulation, dans le marché très difficile du livre en France, etc., il faut faire connaître l'auteur, il faut suivre, on ne peut pas se contenter d'un seul titre, il faut 2, 3, 4, jusqu'à ce que son nom soit connu des libraires, soit repéré par les libraires, et repéré par les lecteurs. Et les auteurs que nous avons publiés témoignent de cela, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours cette continuité, une fidélité de la part de l'éditeur aux auteurs, et en échange aussi une fidélité des auteurs à l'éditeur. Deuxièmement,
il y a le fait que Sinbad a essayé de diversifier sa production, c'est-à-dire il est arrivé à un moment où le roman est devenu le principal genre littéraire dans le monde arabe. Bon, on disait dans les années 50 que c'était la poésie qui était le registre des Arabes, etc. Il n'y a pas de doute qu'à partir des années 60, peu à peu, le roman est devenu le principal genre littéraire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une production abondante, aussi bien dans les pays du Maghreb que dans le pays du Mashriq. Bien sûr, dans le temps, on disait, voilà, le roman, c'est l'Égypte. Bon, un peu le Liban, un peu l'Irak, peut-être. Bon. Mais là, on a vu que non, le roman était devenu la chose de tous les écrivains arabes du Golfe à l'océan, comme on dit. Bon. Et d'ailleurs, en ce moment même, on arrive rarement à recenser tous les livres qui paraissent. Dans chaque pays, il y a des centaines de livres, parfois par an. Il y a des pays où on publie plus de 100, 120 romans par an. Les gens qui s'occupent des prix littéraires, comme le fameux Booker Prize arabe, par exemple, ils reçoivent 200, 250 titres chaque année. Bon, un autre prix pour la nouvelle dans le monde arabe, alors qu'on a l'impression que la nouvelle n'a plus beaucoup de clients, etc. Bon, il reçoit au moins 200 recueils de nouvelles, 200 candidats pour le prix. Bon, tout cela a fait que Sinbad a essayé de diversifier aussi la production autant que possible. Troisième point, à mon avis, qui a été important, c'est que une fois que le livre est publié et qu'il a eu un certain succès, il faut dire, pas tous les livres, il passe en collection de poche Babel, qui fait qu'il a une diffusion encore plus large que dans le format habituel. Maintenant, on me demande souvent quelle est la réception de ces livres, aussi bien par les lecteurs, par les libraires, à la fois du point de vue qualitatif que quantitatif, si vous voulez. Il y a d'abord, je dois dire que entre 1995 et aujourd'hui, le catalogue Sinbad compte plus de 400 titres. 400 titres en général, c'est-à-dire y compris les essais, les livres écrits en français, etc. Mais sur ces 400 titres, il y a au moins 300 traductions de l'arabe, de la littérature, aussi bien classique que contemporaine, ce qui est aussi quelque chose d'exceptionnel en Europe, pas seulement en France. Il n'y a, je crois, aucun éditeur européen qui a publié autant de traductions de littérature arabe depuis le début. Comment on me pose la question sur les ventes. Et là, il y a quelques phénomènes assez rares. Ala Laswani n'était pas sous le label Sinbad, mais sous le label Actes Sud. Mais c'est le seul ouvrage traduit de l'arabe qui a été un vrai best-seller, dans le sens du best-seller en France, c'est-à-dire qui dépasse 200 000 exemplaires, qui arrive à presque 300 000 exemplaires entre l'édition courante et l'édition de poche. Et du moment où il a obtenu son premier roman, L'immeuble Yacoubian, a eu ce succès, les livres qui ont suivi, comme Chicago par exemple, comme Automobile Club, etc., se sont aussi très bien vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. Bon, mais ça, c'est un cas à part. Il y a un autre cas aussi qui est un peu moins éclatant, mais qui est très important, c'est le petit livre de Khaled Khamisi, Taxi. Je ne sais pas si parmi vous, des gens ont lu un petit livre où il raconte des histoires, des conversations. Il est en taxi au Caire et il a un dialogue avec les chauffeurs, avec les conducteurs. Et à partir de là, il a construit ce livre. C'était un best-seller en Égypte. Et avant qu'il ne soit traduit en français, la presse française en a parlé comme un phénomène. Bon, ce qui fait que aussi ce livre, nous avons, je crois, écoulé plus de 50 000 exemplaires. Bon, mais ce sont des cas vraiment deux cas exceptionnels.
Sinon, pour le reste, les 3 ou 4, 5 titres peut-être qui ont dépassé les 10 000 exemplaires, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus de 5 ou 6 titres, je crois, qui ont dépassé les 10 000, parmi lesquels La Porte du Soleil d'Elias Khoury, parmi lesquels le livre de Hanan Sheikh, dans lequel elle raconte l'histoire de sa mère, toute une histoire, toute une histoire. C'est-à-dire, mais son livre aussi, Mesk el-Ghazal. Bon, mais il n'y a pas beaucoup plus. Mahfouz, bien sûr, continuait à être lu par le public français. La presse, c'est un autre point important, a rendu compte d'habitude des livres traduits de l'arabe, qu'il s'agisse de Sinbad ou chez d'autres éditeurs. Mais on a remarqué, et d'ailleurs il y a eu toute une étude par notre ami Richard Jacquemont, qui a fait une analyse des comptes rendus, où il a trouvé que souvent, les journalistes littéraires français qui parlent des livres de littérature arabe en parlent comme des témoignages plutôt que comme des œuvres littéraires. C'est-à-dire, on dit que c'est un livre qui est formidable pour comprendre la situation en Égypte sous Moubarak. Bon. C'est très important pour voir la Tunisie juste au début de la Révolution, etc. Mais il n'y a pas d'analyse du roman en tant que roman, vraiment. Très peu. Il y en a, mais il y en a surtout dans des revues spécialisées, universitaires et tout ça. Mais quand les journalistes du Monde, ou de La Croix, ou de Libération, c'est beaucoup moins, ils écrivent très peu sur la littérature arabe. Bon, quand ils évoquent ces livres, ils en parlent comme des témoignages de la situation sociale et politique dans le monde arabe, plutôt que comme des œuvres littéraires. Dernière chose sur cela, on a assisté depuis une dizaine d'années à un tassement des ventes des littératures étrangères en général en France, mais surtout de certaines littératures dites traduites des petites langues, le chinois et l'indien et les langues de l'Inde et l'arabe, etc. Bon, mais en tout cas, je veux dire les langues en dehors de l'anglais et de l'espagnol. Et il y a, ou même en littérature américaine, par exemple, où il y a un engouement pour la littérature, une passion pour la littérature américaine, mais même celle-là a baissé, les ventes ont baissé. Et on ne s'explique pas les raisons. Je sais que les économistes de l'édition l'ont signalé avec leurs graphiques et tout cela, mais personne n'arrive à comprendre pourquoi. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un repli sur l'Hexagone? Est-ce que la surproduction du roman fait en sorte qu'il y a peu de ventes aussi de littérature étrangère? Vous savez, rien que la saison qui va venir entre août et octobre, il y aura peut-être 500 titres, 500 romans pour la rentrée, et ce sera suivi par 300 ou je ne sais pas combien en janvier-février. Bon. Et sur ces 400 ou 500 romans, il y a 200 traductions, et la presse ne peut rendre compte que d'un petit nombre de ces romans. Et donc, il y a beaucoup de romans qui sont sacrifiés, qui sont publiés et sacrifiés. Et c'est un phénomène que les éditeurs connaissent, et ils continuent pourtant tous à produire beaucoup de livres. Et les libraires se plaignent, comme je le sais, parce qu'ils savent qu'à ce rythme, la vie en librairie d'un livre qui vient de paraître est d'un seul mois, un mois. Puisque imaginez que tel éditeur sort 30-40 titres par mois, ce qui est le cas, et ils sont en librairie. Le libraire n'a pas de tasse d'ailleurs pour les montrer aux lecteurs. Et le mois d'après, il y a aussi 30 ou 40 livres qui arrivent et qui vont pousser ces livres-là. Bon, quelques-uns vont être gardés en rayon,
c'est-à-dire que vous les trouvez quand vous les demandez, mais qui ne sont pas visibles ni en vitrine ni sur les étalages. Voilà en gros ce que je voulais dire à propos de Sinbad. Je reviendrai à la fin de notre séance pour parler de notre projet de Sinbad Jeunesse et de notre projet qui va continuer en matière de poésie. Maintenant, je vais demander à mes amis d'intervenir d'abord sur un... Par exemple, Khaled Osman a accompagné l'aventure Sinbad dès le début, et Kazem aussi, puisqu'il a traduit un roman. Et je voudrais leur demander comment ils sont venus là, comment ils sont venus à la traduction, pourquoi Sinbad, comment ça s'est fait. Et puis, comment tu as commencé ta carrière de traducteur par un grand, par Allah Swal-Kilab, on ne sait pas rien. Bon, et donc, qu'est-ce que cela a signifié pour toi? Bonjour à tous. Oui, comme tu l'as souligné, Farouk, ma collaboration avec Sinbad était très... on parle de pionnier aujourd'hui, mais c'était pionnier pour moi aussi, parce que c'était vraiment ma première fois, c'était mon premier pas dans le métier de traducteur. Et comment je suis venu là? Je suis venu là d'abord comme lecteur, en fait, et comme lecteur en particulier de livres édités par Sinbad. Donc c'est quand même, ça montre déjà la présence de Sinbad qui était très en avance, qui avait des collections un petit peu dans tous les domaines, pas seulement la littérature, mais comme on l'a dit, mais il y avait aussi des essais, des classiques. Moi, j'étais plus porté par nature vers la littérature contemporaine. Et quand j'étais très admiratif en fait de ces gens qui passaient ces livres en français en fait. Et un des livres qui m'avait beaucoup marqué, c'était qui a été mentionné par Farouk tout à l'heure, c'était Des hommes dans le soleil de Rassan Kanafani, des nouvelles d'un très grand nouvelliste palestinien, et qui était traduite par Michel Seurat. Qui a eu évidemment, comme vous savez, un destin un peu tragique par la suite, mais qui à l'époque, c'était vraiment, il avait préfacé le livre dans une introduction très très éclairante, et pour moi, c'était ça que je voulais faire, quoi. Et quand j'avais besoin de me sourcer un peu dans la culture arabe, ayant grandi plutôt en France, mais avec un besoin de combler, disons, des lacunes culturelles, les livres de Sinbad ont été pour moi un guide. Et donc quand et puis j'aimais évidemment les langues, et l'idée de traduire me séduisait beaucoup. Et donc spontanément, quand j'ai pensé à entrer dans ce monde-là, j'ai immédiatement pensé à Sinbad. Et j'ai fait un truc un peu fou qu'on n'imaginerait peut-être plus aujourd'hui, c'est que j'ai fait 2 chapitres et je les ai envoyés par la poste. Donc les gens croient que c'est pas vrai, mais je vous assure que c'est vrai. Donc je connaissais pas du tout, j'avais pas de nom d'interlocuteur, j'ai mis l'adresse de Sinbad, collection arabe, etc. Et c'était dans le 18e hein, à l'époque. Oui. Et après j'ai attendu. J'y croyais très peu. Hein. Je me suis dit, bon, bah, en tout cas, je l'aurais fait, et puis c'est bien, on va passer à autre chose. Et puis il y a eu un petit incident, c'est que j'ai vu dans un catalogue de livres apparaître, j'ai vu Le voleur et les chiens, qui était justement celui que j'avais traduit. Donc je me suis dit, zut, alors comme c'est déjà imprimé, c'est qu'ils avaient déjà le projet avant de recevoir mon manuscrit, et donc c'est pas moi qui vais l'avoir. Et 2 semaines après, j'ai reçu par la poste un courrier, parce que c'était encore des courriers, figurez-vous, manuscrits à la main, avec un beau stylo plume, qui me disait qu'on avait beaucoup aimé la traduction et que si j'étais d'accord, on pouvait publier le roman entier. Tout ça, c'est pour dire qu'il y avait quand même très peu de livres traduits à l'époque, donc le choix de Mahfouz n'était pas un choix follement original, mais c'est que simplement, il n'y en avait qu'un qui existait. C'était Le Passage des Miracles, et de se dire qu'un seul Mahfouz traduit en français, et d'ailleurs en d'autres langues, puisqu'il n'y en avait quasiment pas dans les autres langues, c'était quand même un peu étonnant pour un auteur de cette envergure. Et puis après, l'aventure a été très très heureuse, puisque
J'en ai fait un autre qui était Récit de notre quartier. Et là, pendant que celui-là était sous presse, il y a eu l'annonce du prix Nobel en 88. Et puisqu'on est là aussi pour rendre hommage à Pierre Bernard, je voudrais dire que j'avais un contrat au forfait. Alors les gens, les amateurs savent peut-être pas de quoi il s'agit, mais c'était un contrat où on touche une somme et puis c'est terminé. Et ça, d'ailleurs, c'est pas bien parce que depuis, ça a été, disons, ça n'est plus une pratique acceptée dans la profession. Mais en voyant que le livre était quand même promis à des belles ventes avec l'annonce du prix Nobel, il m'a appelé pour me dire qu'il allait me faire un avenant pour me mettre des droits proportionnels, enfin des royalties, comme on dit pompeusement. Et c'est d'ailleurs la seule fois dans ma carrière que j'ai touché des royalties, c'était sur Naguib Mahfouz après le prix Nobel. Donc voilà, bon, je ne veux pas monopoliser la parole, c'était un souvenir un peu personnel, mais c'est surtout pour dire la place incroyable que cet homme a pris dans le paysage littéraire. Enfin, c'était pour moi, il symbolisait vraiment la culture française dans ce qu'elle a de plus beau, de plus ouvert. Enfin, il travaillait quasiment seul. Il y avait une petite équipe de quelques personnes. Je pense à Claudine Rulot, normalement. Il y avait aussi Abdelwahab Medeb, à son âme, qui était un directeur de collection. Mais c'était une équipe très, très ramassée de 3-4 personnes. Et on entrait là, on voyait tous ces magnifiques ouvrages. On a parlé de la qualité de la fabrication, mais enfin, le papier verger de Actes Sud, c'était quelque chose d'incroyable. Enfin, on prenait les livres comme ça, on sentait l'encre. Enfin, c'était vraiment des couleurs assez vives, hein, le fameux jaune canari là, de la littérature arabe. D'ailleurs, petit détail intéressant, on peut dater les livres parce que le jaune, avec les années, commence à pâlir un peu. Donc, on peut dater un livre avec cette couverture. Mais c'était de la très belle ouvrage, aussi en termes de typographie, de choix des papiers, des couvertures, etc. Et donc, il faisait quasiment tout seul. Je me souviens la première fois où je l'ai rencontré. Enfin, il décrivait assez fièrement son petit monde et c'était quand même lui qui avait fait tout ça. Et donc voilà, il faut se rappeler qu'il a eu un rôle tout à fait décisif pour faire connaître la littérature arabe en France. Merci Rad. Et cette élégance était recherchée par lui. Je veux dire, il voulait montrer que ses livres étaient plus élégants que les livres des grands éditeurs français. Et il disait que c'était contre le misérabilisme des éditeurs qui faisaient des traductions de la littérature arabe avant lui. Je parlais de ces livres qui étaient parus dans les années 50 aux nouvelles éditions latines et qui étaient illisibles tellement ils étaient moches, comment ils étaient. Alors oui, il voulait, au contraire, c'était une réaction à ce misérabilisme de vouloir montrer que les livres qui traitent de littérature arabe et du monde arabe étaient les plus élégants en France. Voilà. Kazem, est-ce que toi aussi, tu as traduit un livre pour Pierre Bernard en collaboration? Oui, avec une amie qui a fait la toilette texte, parce que je venais de découvrir le français. Donc, d'abord, c'est un beau piège, le temps, à savoir revenir à l'histoire de Sindbad à travers des souvenirs, des anecdotes. Parfois, les souvenirs conduisent à une approche méthodique. La preuve, notre ami Khaled a restitué toute une histoire à travers un souvenir ou deux. Donc, moi, je donnerai 2 souvenirs plutôt qu'un. Un souvenir de Sindbad, première manière, c'est-à-dire de regretter Pierre Bernard, et Sindbad, deuxième manière, Farouk Merdambe, ici présent. Ils sont comme les anciens, bien sûr, ils sont hypocrisie. C'est pour restituer un peu l'esprit de deux époques. Donc, toi-même, Farouk et Khaled, vous disiez qu'à l'époque, quand Pierre Bernard a commencé, il y avait très peu d'œuvres arabes traduites en français. En effet, chez Le Sceau, il y avait que la fameuse anthologie en 3 volumes, les poètes arabes en volume, les romanciers et novellistes en volume, des chapitres, des nouvelles, et le 3e, c'était les essais, n'est-ce pas, Anwar Abdelmalik et d'autres. Il y avait une confusion francophone et arabophone. La confusion n'est pas là, mais je veux dire, toutes les écoles confondues en volume chaque fois. Et bon, le Gallimard, si ma mémoire n'abuse, il n'y avait que le célèbre et important ouvrage de Taha Hussein, n'est-ce pas, le livre des jours,
parce que c'était un enseigne, puis il y avait aussi la préface d'André Gide. Oui. Donc, il était pas seulement rare de trouver des livres arabes traduits, mais c'était inconcevable d'envoyer à un éditeur français un livre traduit de l'arabe. Je l'ai découvert à mes dépens, moi-même, jeune intellectuel arabe venu ici en France, inscrit à la Sorbonne Nouvelle. Donc, après 4 ou 5 ans de fréquentation de français, j'étais trop audacieux d'ailleurs. Heureusement, j'avais une copine littéraire, Marie-Ange Partabel, maintenant elle est dans le sud, je la salue là où elle est. On a traduit ensemble un ouvrage de Abdelrahman Mounif, et à son âme, que je connaissais très bien, et lui, il désire qu'on traduise l'Ashjar wa Ikhtiar al-Marzouk, n'est-ce pas? Les arbres et l'assassinat de Marzouk. Moi, j'ai préféré traduire Sharq al-Mutawassat à l'est de la Méditerranée pour une raison purement humaniste et politique. Tout à l'heure, tu rappelais un article de Richard Jacquemont. Je connais une étude aussi qui va dans le même sens de notre collègue, les deux sont collègues et amis, Jean-Yves Gonzalez, qui justement dénonce la critique littéraire française et surtout journalistique en montrant que pour lui, la littérature arabe est là comme instrument sociologique. La sociologie est très importante, mais quand la critique littéraire, avec ses moyens de bord, reprend la place du sociologue, c'est alarmant. Quand il n'y a que des lectures sociologiques par ailleurs hâtives de cette littérature, là, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui tourne par rond. Et donc, on a traduit cet ouvrage justement parce qu'il y avait cette dimension testimoniale. On le voulait. On le voulait. À 40 ans ou 50 ans après, Mounif a précédé la littérature syrienne et palestinienne, dont tu as traduit récemment plusieurs exemples ou échantillons, comme la coquille, le Qawqa'a et d'autres, qui sont consacrés à la prison et à la torture, ce qu'on appelle la littérature de prison. Mounif l'a commencé il y a 40 ans. Donc nous avons tenu, ma copine de l'époque et moi-même, à traduire cette œuvre. On l'a envoyé au seuil, sous le conseil de notre ami Tarami Jelloun, on l'a envoyé au seuil, et je reçois comme réponse, pour dire la rareté ou la raréfaction des publications arabes à l'époque en français et l'importance de Sindbad qui commence à émerger, je reçois comme réponse, pas une analyse de l'œuvre, pas une réfutation, pas un refus, mais simplement, monsieur, pourquoi vous n'envoyez pas votre traduction à Sindbad? Je l'ai donné à Sindbad et il a été imprimé 4 ou 5 mois après. Pour dire que les deux choses, donc, à la fois que pour eux, il y avait Sindbad pour la littérature arabe. Les autres maisons d'édition n'étaient pas concernées. Il y avait comme un ghetto qui a été appelé à se transformer en paradis. C'est ce qui est advenu par la suite. Le deuxième souvenir te concernant, cher Farouk, pour dire aussi l'évolution de la présence littéraire et culturelle arabe en France, que tu as très bien capté et nourri. Tu l'as capté et tu l'as nourri. Je traduis à la demande de 2 amis que j'avais au seuil, qui dirigent la célèbre et importante collection Sagesse, qui traduit des ouvrages mystiques autres du monde entier. Donc, il y avait comme co-directeur Vincent Bardet, qui a beaucoup fait pour introduire la philosophie zen en France, c'est un très bon traducteur de l'anglais, et il est le fils du fondateur du Seuil, Jean Bardet, qui était un catholique de gauche, et Jean-Pierre Schlegel, qui est un grand penseur chrétien et en même temps traducteur de l'allemand. C'est lui qui a traduit l'étoile de rédemption de Rosenberg, n'est-ce pas, et parmi d'autres. Alors, ils ne connaissaient pas l'arabe, ils avaient comme consultants, comme lecteurs, des spécialistes de mystique musulmane. Et moi, je suis arabisant. Je connais un peu le milieu. Parfois, je lance des pics que j'assume. Vous tombez parfois sur des arabisants ou des iranisants, ou des turcologues, ou des hébraïsants, et plus obscurantistes que, si vous voulez, le plus ignare parmi les fondamentalistes. Alors, le rapport qu'on m'a envoyé d'un iranisant de l'université de Strasbourg, il dit, ce monsieur, dans sa postface, j'ai fait, comme tu te rappelles, toi, juste à publier le livre après, une postface de 60 pages, sur les récits des miracles attribués au sein de l'islam, que nous appelons les prodiges, al-karamat, pour les différencier des miracles des prophètes qu'on appelle al-mu'jizat. Je l'ai approché d'une façon laïque, parce que je ne suis pas croyant.
Hein, j'espère ne pas blesser ici ou heurter la sensibilité des croyants et des croyantes parmi vous. J'ai fait une approche littéraire, pour moi c'est une littérature merveilleuse, n'est-ce pas? Jouant sur le registre miraculeux. Alors, ce collègue de Strasbourg, qui n'était pas arabisant mais iranisant, lui envoyait parce qu'il s'agissait de la mystique, il dit, ce monsieur dans sa postface, très bien documenté par ailleurs et analytique, il cite Freud et Deleuze, mais qu'ont-ils à voir ces messieurs avec l'islam? Bon, écoutez, moi je parle de la mystique en tant que logique du désir. Il y a un désir d'union à Dieu. Dans tous les textes mystiques, d'ailleurs j'ai étudié la mystique dans les cours de regretté Michel Ducerteau, qui était mon professeur à l'époque, paix à son âme, il a été foudroyé par un cancer, il est parti, avant que je termine mon doctorat avec lui. Et donc, il utilise Freud, excusez-moi, il utilise Freud, il utilise Lacan, il utilise Deleuze pour montrer qu'il s'agit là d'une logique du désir qui ne se différencie pas beaucoup, ne se différencie pas beaucoup de l'approche amoureuse chez les poètes profanes. Et on y fait en arabe, depuis longtemps les arabes le savent, quand vous mettez côte à côte des poèmes d'Abou Nouass, des poèmes d'Omar ibn Rabi'a et un poème sur le vin spirituel d'Ibn al-Faras, vous voyez à peine parfois des différences. Il n'y a que la présence chez les mystiques du nom de Dieu qui fait que s'il s'agit d'un Dieu, quand vous rencontrez, pas une femme. Donc vous voyez? Donc je leur ai dit, écoutez, moi je ne retire pas ma postface, je retire le livre. Il m'avait payé, ça c'est anecdotique, mais je l'ai dit juste pour amuser la galerie, il m'avait payé 20 000 francs. C'était énorme à l'époque. Moi, je venais juste de commencer ma carrière d'enseignant, au lycée par ailleurs, parce que j'ai eu l'agrégation, et ensuite je suis allé à la fac. Je leur ai dit, je ne rends pas les 20 000 francs parce que je suppose que j'ai bien fait mon travail, il y a un problème idéologique entre nous. Oh, ils étaient très sympas, les recteurs, ils m'ont dit, Kadim, tu es ennemi, on ne va pas t'obliger à rendre les... C'est pas de trop perçu, ils appellent ça comme cela. Je l'ai appris chez eux. C'est pas de trop perçu, tu donnes un ouvrage à d'autres. Si nous on le prend pas, c'est parce que nous pouvons pas désavouer nos lecteurs. Voilà. Je l'ai donné à notre cher Farouk, il l'a publié 3 mois après. C'est pour vous dire que chez Sindbad, il y avait une ouverture. Chez Pierre Bernard sur le monde arabe, dans ses problèmes, n'est-ce pas, politiques, sociopolitiques, humains réels, mais il y avait, si vous voulez, c'était restreint comme champ. Parce qu'il venait de commencer, parce que la culture arabe ne s'était pas encore propagée en France, ne s'était pas encore imposée, ne s'était pas encore enracinée. Avec l'évolution de l'enseignement en France, il faut le dire, et la présence massive des Arabes maniant bien le français ici, après la guerre civile libanaise, après l'installation des dictatures en Syrie, en Irak et dans le Maghreb, il y a eu, si vous voulez, un effet de masse, la présence des écoles arabes qui eux-mêmes vont prendre le relais et vont propager la culture arabe, que ce soit en français ou en arabe. Il faudra très bien capter cette dynamique, cette énergie collective. Il lui a donné un cadre important parce qu'il est lui-même historien et homme de lettres. Il a inventé d'autres genres et il a inventé d'autres collections. Il a élargi le champ et il prenait des initiatives, ce qu'on ne trouvait pas chez Pierre Bernard, paix à son âme. Et lui-même, il est à la base de plusieurs projets sur la Palestine, sur la Syrie, sur la littérature. Et là, je termine parce que ça le gêne que je fasse son éloge. Pourtant, c'est sincère et réel. Merci, Kazem. Merci. Je vais demander à nos 2 romanciers, d'abord, leur évaluation aujourd'hui disons, de l'état du roman arabe, avec ce que je dis là sur l'extension du domaine du roman, sur la place éminente qu'il a dans toute la production culturelle du monde arabe aujourd'hui. Et puis, je voudrais te demander, Habib Salmi, de nous parler de ton dernier livre là, qui vient de paraître, puisque là, il est mis en vente là maintenant, au mois de mai, sous le titre La voisine du 5e, qui est un très beau roman et qui a eu la chance d'être traduit magnifiquement par Stéphanie Dujols. Et puis, je demanderai à Habib Abdurrab Srouri la même question sur le roman, son évaluation personnelle, et de nous parler de ces 2 romans que j'ai évoqués au début, donc le rapport de la HUP, qui
paraîtra chez Sindbad en octobre prochain, et le beau roman qu'il vient de publier en langue arabe, Jazirat al-Mutaffifin. Habib Sami. Bonjour. Tout d'abord, un petit mot concernant Pierre Bernard. Ok. Parce que moi aussi, je l'ai connu. J'étais très jeune, je venais de venir en France. C'était, je pense, en 1983. Je l'ai croisé 2 ou 3 fois à l'Institut du monde arabe. Évidemment, je connaissais Sindbad. Je voulais être publié par cette belle maison d'édition. Et on a échangé quelques propos et je me rappelle très bien, il était un homme très cordial et très sympathique. Et je me rappelle très bien, c'était jusqu'à maintenant, ma jeunesse, mon enthousiasme m'a poussé à lui dire « J'ai vu votre collection, il n'y a que des écrivains du Moyen-Orient. J'espère qu'un jour, vous ouvrez la maison sur des écrivains maghrébins arabophones. » Parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a une très grande littérature aussi arabophone dans le Maghreb. Les Maghrébins, ils parlent la langue arabe. En fait, il publiait des Maghrébins, mais de langue française. Oui. Parce qu'il a publié Kateb Yassine, Mohamed Dib. Oui, Mohamed Dib. Ça, c'est la première chose. L'autre petit mot, c'est que le livre dont parlait Farouk et aussi notre ami Kadr, à l'est de la Méditerranée, aussi, j'ai un souvenir qu'il est à Sindbad grâce à ce livre-là. Je l'ai reçu un jour, j'étais journaliste, je l'ai reçu dans la rédaction, avec une dédicace d'Abdelrahman Mnif. Et je garde toujours ce livre-là. C'est vrai, la couverture, elle est jaune. Elle n'a pas encore, le jaune, il est toujours. Il a gardé, oui, il n'a pas. Je le garde chaleureusement dans ma bibliothèque. Autre petit mot aussi, mais ça rejoint aussi ce que je vais dire sur Farouk. Moi, chaque fois que je pense à Pierre Bernard, il y a un autre homme qui n'a rien à voir avec la littérature arabe, qui s'appelle Roger Caillois. C'est un Français qui a, vers les années 50, a fondé une collection chez Gallimard qui s'appelle La Kawa du Sud. Oui. Et grâce à lui, la littérature, les grands noms comme Farkas Yossa, Borges, Julio Cortázar sont devenus célèbres. Il avait le même enthousiasme que Pierre Bernard. Évidemment, après, Roger Caillois est resté très longtemps, alors que Pierre Bernard, c'est pas lui qui choisissait les livres, tous les livres. C'était Farouk, c'était sa petite équipe au début, Meddeb. Après, Farouk, qui a continué la relève, heureusement d'ailleurs. Et ce que fait Farouk, ce qu'a fait, ça ressemble plutôt à ce qu'a fait Roger Caillois. J'espère que, vous savez le succès qu'a eu la littérature latino-américaine en France. J'espère, on ne sait jamais, espérons qu'un jour, grâce au travail d'Actes Sud et au travail de Farouk, un jour la littérature arabe aura le même succès. Bon, j'aimerais parler en fin de compte de ça que de mon roman. Hein. Parce que mon roman, c'est le 7e roman qui paraît chez Actes Sud. Et franchement, je suis vraiment très content de ça. Parce que ce n'est pas évident lorsqu'on est tunisien, écrivant en arabe, d'être traduit en français. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Tunisie, c'est un tout petit pays. On n'est pas l'Égypte, il faut le reconnaître, même si maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis, pour nous, les écrivains arabophones du Maghreb, on a quand même, il y a en France, heureusement d'ailleurs, mais vraiment beaucoup d'écrivains tunisiens très peu, mais surtout algériens et marocains qui écrivent en français. De très bons écrivains. Hein. Rassid Shraibi, Mohamed Dib, Abdelkbir El-Khatibi, Tahir Ben Jelloun, et ainsi de suite. Hein. Et ces gens-là, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Tahir Ben Jelloun, mais en tout cas, il est connu. Et ces gens-là, évidemment, de facto, ils ont imposé l'idée que le Maghreb, la littérature du Maghreb, c'est celle-là. De facto. Et du coup, c'était très dur de montrer que non, c'est ça. Oui, certainement. Mais il y a autre chose aussi. Il y a Messaadi, il y a Tahar Wattar, il y a Abdelhamid Ben Hadouka, il y a Mohamed Choukri. Il y a plusieurs noms. Et ces gens-là, tous, ils ont disparu. Hein. C'est des grands écrivains qui ont même... qui sont connus en Orient, qui sont très salués. Mohamed El-Messaadi, il a été salué par Taha Hussein à cette époque-là. Donc, c'était très difficile de s'imposer. Et de nouveau, je reviens grâce à Sindbad, heureusement maintenant, cette littérature arabophone du Maghreb, elle est mieux connue. Pour mon roman, donc c'était le 7e roman chez Actes Sud,
En fin de compte, le résumé, il est sur la 4e de couverture. Moi, toujours pensé que pour... Il faut qu'ils achètent. Voilà. Voilà. Ils vont mieux. Je pense que les mots qu'a écrit Farouk, c'est la 4e de couverture. Elle est mieux que ce que je vais dire. Je suis sûr. On ne peut pas résumer un roman. Parce qu'un roman, tout d'abord, ce n'est pas une histoire pour moi. Ça va au-delà de l'histoire. L'histoire n'est qu'un prétexte. C'est qu'est-ce qu'on arrive à faire avec cette histoire-là. J'ai toujours pensé comme ça. Qu'est-ce qu'on arrive à créer comme émotion, comme sentiment, comme idée, comme suggestion à travers une histoire. Ça ne s'arrête pas une histoire. Sinon, si on veut lire l'histoire, on lit un conte. On s'arrête. Un roman, ce n'est pas un conte. Un roman, il y a beaucoup de choses dedans. D'ailleurs, il y a une tradition en Europe de l'Est où le roman est associé à l'essai. Et le meilleur exemple, c'est Kandira, le plus récent. Mais c'est une grande tradition. Ça a commencé même avec Tolstoï, même si à la fin du roman célèbre La guerre épée, à la fin, je me rappelle, Pierre, je pense, le personnage principal, avant de mourir, il commence à regarder le ciel et il fait toute une méditation sur l'histoire, l'homme dans l'histoire, le destin. C'est-à-dire, il mélange l'essai et l'anecdotique, si vous voulez, l'histoire. C'est une tradition qui existe en Amérique latine. Pourquoi je cite cet exemple-là? Pour dire qu'un roman, ce n'est pas uniquement une histoire. Donc, c'est l'histoire d'une femme simple qui s'appelle Zora, qui est issue d'un milieu modeste, qui a rencontré un professeur bien intégré en France, marié à une Française, qui parle bien la langue française, qui est un professeur à la fac. Il y a une relation qui s'est tissée petit à petit entre eux. Ça a commencé par une petite séduction. Après cette séduction, c'est devenu un amour de la part de ce professeur-là. Et c'est là, en fin de compte, l'histoire, elle est très simple. Mais ce qui m'intéressait d'ailleurs dans l'histoire-là, évidemment, ça traite du problème de l'immigration, tout ça, c'est évident, hein, puisque les deux sont immigrés. Moi-même, je suis immigré. Mais petit à petit, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette relation, je dirais presque exceptionnelle. Au moins, c'est ce que je voulais faire de cette histoire-là, qui sort un peu de l'ordinaire. Parce que généralement, on méprise un peu les gens, les petites gens, comme on dit. Et tout le roman est posé, c'est-à-dire, lui, il est très bien intégré en France. Il vit à la française, en fin de compte. Il a presque oublié beaucoup de valeurs. Et elle, petit à petit, elle lui a poussé à se remettre en question, à se poser des questions, et à vraiment à repenser sa vie. Parce qu'elle, certes, elle est inculte, presque, elle n'a jamais été à l'école. D'ailleurs, dans le roman, il y a une séance où elle veut apprendre l'arabe. Mais petit à petit, elle a une grande expérience. Elle a une expérience de la vie. Elle lui a appris beaucoup de choses. C'est ça qui m'a intéressé dans le roman. Pour le roman arabe, maintenant, c'est vrai, il a connu ces 30 dernières années, je dirais, mais surtout ces 20 dernières années, vraiment une très grande évolution. On trouve ça partout dans tous les pays arabes. Les jeunesses, ils exploitent, ils expriment certaines... ils sont très férus d'expérimentation, de modernité. Bon, moi, je ne suis pas très d'accord parce que je ne vois pas pourquoi on parlerait de modernité alors que tout est traditionnel dans nos sociétés. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, je sens que c'est... Parce que tous les jeunes, ils veulent vraiment quelque chose... Ils veulent tous être comme James Joyce. Non, James Joyce, sa modernité, ça s'insère à l'intérieur tout un mouvement social, essentiel, intellectuel, et ainsi de suite, politique. Donc, mais c'est vrai, le roman arabe, maintenant, il y a une diversité du style, il y a une thématique très riche, et on tombe, c'est vrai, parfois sur de très, très bons romans, mais vraiment très bons, hein, de grande qualité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne concerne pas uniquement, évidemment, il y a toujours l'Égypte, il y a le Liban, il y a l'Irak, il y a la Syrie, mais aussi le Maghreb commence vraiment, on trouve partout. Les pays du Golfe. Et les pays du Golfe, justement, et récemment, même il y a des pays du Golfe, on trouve des romans en Arabie Saoudite, mais vraiment des romans très, très intéressants. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'espère que ça va continuer. Merci, Habib. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais aussi suivre la même démarche de mes amis. Donc, d'abord, mon rapport avec Sindbad, il y a eu aussi deux étapes. La première, j'ai 3 livres majeurs qui me viennent à l'esprit de l'époque du Pierre Bernard. C'est Les Fils de la Médina. C'est le livre dont on avait cité, du Kanafani.
et puis les chants du Mihyar Damasien. Pardon. En fait, il faut dire quand même que je suis arrivé en France au 76, j'ai appris mon premier mot de français, donc les 15 premières années, j'ai pas lu, et j'ai encore moins écrit, parce que j'étais trop occupé par apprentissage du maths moderne, des choses scientifiques, jusqu'à devenir prof d'université en 92. Donc ces 15 années, c'était une ancienne étape, suivie une deuxième étape, où là, il y avait la recherche du temps littéraire perdu, pour récupérer ce temps-là. Et là, justement, Sindbad, il y avait un florilège incroyable de livres en arabe que j'ai trouvé, et certains, je les ai lus en français. Les 3 premiers livres que j'ai cités avant, je les ai lus en arabe avant de lire ça en français. Donc c'était l'occasion d'apprendre le français aussi par des choses qu'on connaît un petit peu. Mais après, j'ai découvert des choses, par exemple le livre des ombres et des trompes d'Ibn Shahid. Je l'ai lu uniquement en français et sur des livres qui sont sortis dans la deuxième époque du Sindbad. Sur certains, j'ai écrit des articles sur certains romans du Sonar al-Ibrahim, sur justement le livre des ombres et des trompes. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Et certains, des anthologies, donc j'ai appris plein de choses. Il y avait pas mal des livres, des florilèges ou des anthologies qui sont denses, mais très utiles, sur la poésie andalouse, par exemple, sur la poésie arabe aussi, d'une manière globale, sur Al-Mutanabbi. Mais il y avait un livre qui a joué aussi un rôle majeur dans mon roman qui va apparaître au mois d'octobre, qui s'appelle Les Impératifs. C'est une compilation du best-of Abul Ma'arri, si je puis dire. Et ce livre-là a complété. Donc, déjà avec le Ma'arri, j'avais un coup de foudre depuis que j'avais 10 ans, mais en fait, Al-Ma'arri n'était pas connu. D'abord, je peux dire qui c'est le Ma'arri. Ma'arri, c'est un poète, c'est un homme de lettres, un penseur, donc qui a vécu 85 ans, qui est mort au milieu du XIe siècle. Donc, il vient du Al-Mu'arra, à l'est de la Syrie. Et c'est un des plus grands, à la fois penseur et homme de lettres. C'est un poète, c'est un grand critique. Et c'est aussi ses méditations philosophiques sont d'une modernité époustouflante pour moi. Ils étaient en avance par rapport à cette époque. C'est-à-dire celui qui a dit « nul imam que la raison », lui, dans beaucoup de domaines. Donc il était évidemment combattu. Donc toute la poésie qu'on lisait d'Abul Ala, ça venait de son premier recueil de poésie qui s'appelle Saqt al-Zand, l'éclat du silex, qui était plutôt des poèmes, des poèmes lyriques, des élégies. Il était influencé par Al-Mutanabbi à l'époque, mais c'était pas Abul Ala, deuxième version. Après, donc,